Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, je vais parler à nouveau de méthanol, vous présenter deux nouveautés intéressantes et mettre en lumière ce que l'on a pu apprendre lors du Cyber Rodeo de la Giga Texas. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Générique. Pour ce premier sujet, je vais revenir sur un carburant qui me semble bien plus intéressant que tous ceux qui nous sont présentés comme durables. Dans mon épisode sur les transports routiers de demain, j'avais évoqué la possibilité de produire du méthanol à partir de sous-produits de l'industrie du papier. Le 6 avril dernier, Veolia a présenté son concept de production et a annoncé son extension à l'échelle industrielle et commerciale avec ce procédé. En collaboration avec Metsä, coopérative finlandaise de production de papier issu de bois produit localement selon des méthodes durables, Veolia compte produire 12 000 tonnes de méthanol par an et 1000 tonnes d'éthanol. Le procédé est totalement intégré à la production de papier et repose sur l'utilisation d'un sous-produit de la production, le méthanol sulfaté. Déjà en expérimentation dans un projet pilote en Suède, le processus industriel est neutre en CO2 et représente une énorme opportunité pour les transports lourds de demain. Le process industriel est, selon Veolia, totalement reproductible dans 80% des usines de papier au monde. Cela permettrait de disposer d'une production annuelle de 2 millions de tonnes de méthanol sans aucun rejet de gaz à effet de serre ni surface agricole supplémentaire. Voilà un signal fort qui démontre que passer à un fonctionnement durable de l'industrie représente une formidable opportunité économique. Et en plus, c'est une initiative française, ce qui ne gâche rien. Espérons que notre pays saura adopter de telles initiatives pour ne pas se laisser distancer dans l'économie du futur. À suivre en tout cas avec intérêt. Décidément, le constructeur coréen Kia a de la suite dans les idées. Après avoir lancé son SUV en 2014, le e-Niro en 2019 et le V6 en 2021, le temps est venu de renouveler le produit phare de la gamme électrique. Après un teaser il y a quelques mois, le nouveau Niro a fait ses grands débuts. Esthétiquement, la rupture avec la première génération est clairement consommée. Très moderne et moins conservatrice que l'ancienne génération, la carrosserie adopte les nouveaux canons esthétiques de la marque, inaugurés par le Sportage. Les panneaux bicolores et les optiques avant et arrière dynamisent la ligne, rendant selon moi ce modèle bien plus attractif que son prédécesseur. Les dimensions augmentent un petit peu avec une longueur de 4,42 m, une largeur d'un peu plus de 1,82 m et une hauteur pour cette version électrique de 1,57 m. Le coefficient de pénétration dans l'air a été légèrement amélioré et s'établit à 0,29, ce qui est assez moyen pour une auto électrique moderne. Ceci étant dit, il faut préciser que le Niro a essentiellement été pensé pour offrir un bel espace intérieur. Avec un coffre de 475 litres et un mobilier conçu pour offrir une impression d'espace maximale, le nouveau Niro se positionne comme la familiale polyvalente la plus intéressante de la gamme électrique de Kia. Il adopte également la possibilité de tracter une remorque de 750 kg freinée, ce qui était très attendu par la clientèle française. La présentation intérieure se modernise avec un nouveau tableau de bord dérivé de celui de l'EV6. Les commandes et le volant proviennent également de ce modèle et offrent une ergonomie un peu datée, mais qui ne perturbera pas les fans de boutons. Je regrette tout de même que Kia n'en ait pas profité pour améliorer son interface utilisateur afin de la rendre plus intuitive. Niveau matériaux, le nouveau Niro fait la part belle aux matériaux recyclés, mais reste dans les anciens standards de la marque. Bien construit, il lui manque un peu de chaleur et de surface souple en lieu et place des plastiques durs, comme l'a constaté Björn Nyland, qui a eu l'occasion de l'inspecter à Francfort. Bien entendu, les versions hybrides et hybrides rechargeables sont également de la partie, sans grande modification au niveau de leur motorisation. Le moteur de ce Niro Heavy est aussi celui de l'ancien e-Niro et dispose de 150 kW, soit 204 chevaux. La puissance est toujours délivrée au train avant. On espère que Kia aura retravaillé son châssis pour augmenter la motricité, parfois un petit peu juste sur l'ancien modèle. La batterie par contre reçoit de nombreuses améliorations, même si elle conserve son architecture en poche polymère. La gestion thermique du pack a été améliorée et c'est plutôt une bonne nouvelle. La charge rapide par contre ne semble pas avoir été modifiée et continue à être limitée, même si Kia n'annonce plus de chiffre maxi de puissance admissible. La seule valeur dont on dispose est le temps de recharge de 10 à 80% qui est de 45 minutes, ce qui est plutôt moyen.
En revanche, l'autonomie est bonne comme sur l'ancien e-Niro et offre 463 km d'autonomie selon la norme WLTP. Kia change également de fournisseur pour ses cellules. Auparavant, c'était le coréen SK Innovation qui réalisait les cellules poche, mais pour le nouveau modèle, plusieurs sources internes au constructeur ont précisé qu'elles sont produites par le chinois CATL, même si la chimie n'en est pas modifiée. Si le nouveau Niro ne bénéficie pas de la recharge à 800 volts comme le V6, il récupère tout de même l'option pompe à chaleur couplée à la charge bidirectionnelle V2L, ce qui est intéressant. Pour les aides à la conduite, le Niro adopte les fonctions de conduite autonome de niveau 2 calquées sur celles de le V6. En termes de prix, le nouveau Niro est proposé à partir de 41 990 € dans sa version motion, ce qui le rend très intéressant grâce au bonus écologique français. En clair, ce nouveau Niro est probablement l'une des meilleures propositions disponibles dans cette gamme de véhicules et devrait avoir une belle carrière. Personnellement, j'avais déjà été séduit par l'ancien Niro et je vais aller l'essayer sitôt qu'il sera en concession. À suivre donc avec probablement un épisode complet bientôt. Ces dernières semaines, c'est un autre acteur historique qui présente un nouveau produit. Et celui-ci est très loin du concept de départ de la marque. Créé par Swatch et Mercedes en 1995, Smart avait pour but de produire une petite voiture très fashion. Ce nouveau modèle oublie simplement le terme de petite voiture. Long de 4,27 m, le #One est conçu pour être une expérience unique pour ses clients. Son look est très personnel et décalé par rapport à la production actuelle. Tout en rondeur, il utilise des codes stylistiques qui rappellent l'Opel Adam au niveau de la custode. Sa face avant rappelle la Kia EV6 et ses feux arrière les productions chinoises. Et pour cause, Smart est désormais détenu en partie par le constructeur chinois Geely, qui en assurera également la production, tandis que l'avenir de l'usine de Hambach en Lorraine reste en suspens. À l'intérieur, on découvre la même rondeur et un environnement très épuré. Pas de boutons ni de commandes en dehors du volant et des commodos. L'ensemble des fonctions est piloté par l'écran central de 12,8 pouces, comme sur une Tesla. En revanche, le constructeur a préféré garder un écran devant le conducteur et adopte également un affichage tête haute projeté. Le coffre de 411 litres est honnête et se complète par un coffre avant de 15 litres. Niveau technique, les caractéristiques sont alléchantes. Le moteur de 200 kW, soit 272 chevaux, est alimenté par une batterie de 66 kWh. L'autonomie attendue est de 440 km, mais la recharge rapide rend cette relative faiblesse d'autonomie moins handicapante pour les longs trajets. Smart a en effet bien fait les choses avec une recharge rapide à 200 kW maximum en courant continu et 22 kW en courant alternatif. La puissance est délivrée aux roues arrière et devrait permettre de belles performances, avec un comportement routier sympa. Niveau infotainment, le système audio est réalisé par Beats, bien connu pour ses accessoires audio de qualité. La mise à jour par la connectivité intégrée à la voiture sont bien sûr de la partie. En ce qui concerne le prix, Smart n'a rien communiqué, mais précise que les tarifs seront compétitifs. Clairement, cette nouvelle arrivée dans le marché des SUV compacts va être intéressante à suivre. Le 7 avril dernier, Elon Musk fêtait avec ses clients le démarrage de la production à la Gigafactory d'Austin. Le show était fantastique avec une belle démonstration de drone, un feu d'artifice et une intervention du patron de Tesla sur scène. Pourtant, d'un prime abord, il y a eu peu de nouveautés annoncées, du moins de manière explicite. En lisant entre les lignes, il y a eu quelques nouvelles intéressantes à glaner, et c'est sur celle-ci que je vais me concentrer. Si vous voulez voir la vidéo complète de l'événement, je vous la mets dans la description. Bon, qu'avons-nous appris de nouveau? Premièrement, Elon Musk a bien confirmé le démarrage de la production du Semi, du Roadster et du Cybertruck en 2023. Cette information était déjà connue, mais elle prend tout son sens lorsqu'Elon a montré la production des cellules Roadrunner à l'écran en précisant, l'air de rien, toutes ces images ont été prises à la Giga Texas. Cela signifie que l'usine de batterie 4680 Roadrunner est bel et bien fonctionnelle à Austin. Musk a également précisé qu'elle serait la plus productive de toutes les usines de batterie au monde. On sait qu'il est coutumier de ce type d'affirmation, mais elle se vérifie aussi bien souvent. Au moment d'évoquer l'usine de Berlin, il parle au présent de la production de cellules, alors que les images drones prises par Fly Brandebourg montrent que le bâtiment est encore en construction. Penser que des lignes de test fonctionnent déjà au sein du bâtiment principal de l'usine ne serait pas illogique. Il y a la place, et si Tesla veut accélérer le développement de sa production dans son usine européenne, cela lui permettrait de gagner du temps. L'autre point intéressant au niveau de la Giga Texas, c'est le plan qu'Elon a présenté. Une vaste partie du premier étage est notée « Production future ». Elle représente à peu près un quart de la surface au sol et correspond parfaitement à la surface annoncée pour le Cybertruck lors du Battery Day.
L'usine accueille en outre le siège monde de Tesla et va l'afficher haut et fort sur le toit du bâtiment. Les panneaux solaires rendront les lettres T, E, S, L et A visibles depuis les airs. Sachant que l'aéroport d'Austin est tout proche, il y a fort à parier que ce sera une attraction pour les passagers qui y transitent. Niveau produit, si le patron de Tesla n'a pas mentionné la Compact à 25 000 $, il est revenu sur la voiture autonome qu'il avait annoncée l'année dernière pour le service robotaxi. Il la tease comme étant super futuriste. Et la dernière fois qu'il a fait ça, c'est le Cybertruck qui nous a été présenté. Voilà qui est alléchant. Cette nouvelle machine promet de nous surprendre grandement. Maintenant, à voir comment. Au niveau du Cybertruck, pas d'annonce officielle, mais certains employés ont pu regarder le prototype de plus près. Ils ont précisé que la vitre séparant l'habitacle du coffre arrière est ouvrante. On ne sait pas par contre si la cloison elle-même sera amovible, comme pour le Chevrolet Silverado. Autre indiscrétion des visiteurs cette fois, la présence d'un bien étrange modèle Y dans l'usine. En effet, l'un des véhicules en présentation avait une étrange appellation, Standard Dual Motor. Pour ceux qui se posaient la question où se trouvait l'erreur dans ma précédente vidéo, elle était là. En fait, j'ai confondu le kilométrage et l'autonomie sur le tableau de bord de la modèle Y Standard Range. Donc je peux très bien dire des conneries, ça peut arriver. En tout cas, merci à Mathias de l'avoir relevé et de me l'avoir dit tout de suite pour que je puisse vous corriger cette vidéo et vous donner la bonne information. Parce que ça, c'est plus important que la petite fierté personnelle. Donc ce modèle Y existe bel et bien dans la réalité après être apparu dans les fichiers de l'EPA, à savoir l'organisme de certification américain qui avait déjà cette version dans ses papiers. Tesla Raj, la personne qui a diffusé l'information sur Twitter, a également précisé que la finition semblait être une finition standard, donc équivalente à la Model 3 Propulsion. Voilà qui permettrait d'avoir un véhicule plus abordable pour qui n'a pas besoin d'une trop grande autonomie. L'autonomie pourtant annoncée est de l'ordre de 440 à 450 km, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'on va devoir attendre les batteries de Roadrunner pour avoir la même version en Europe? Bonne question. Au final, même si cette année 2022 promet d'être une longue attente pour les nouveaux produits, Tesla nous offrira des nouveautés aussi bien au niveau de ses gammes actuelles que de son développement industriel. Avec la concurrence qui s'aiguise, 2022 ne sera décidément pas aussi morne que certains le prédisaient. On a hâte de suivre tout cela avec intérêt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.